Mesdames et messieurs, bonjour. L'évolution des prix en France pour l'année à venir, nous en parlions hier, ici même, à cette même heure, et dans l'après-midi, les précisions ont été données par M. Giscard d'Estaing. Mais il faut dire que les milieux industriels et commerciaux, tout autant d'ailleurs que les commentateurs, ont quelques difficultés à donner une définition précise de la nouvelle politique des prix. Michel Tardieu, qu'allons-nous dire en guise de titre? Les prix sont libérés sous conditions, ou bien va-t-on vers un retour au dirigisme plus ou moins libéral? Oui, libéralisme dirigiste ou dirigisme libéral, les interprétations sont divergentes et nombreuses. Je crois qu'on peut dire que c'est un petit peu du sur-mesure. Sur-mesure selon les industries, selon leurs difficultés, selon la concurrence européenne. Exactement. M. Giscard d'Estaing n'a pas voulu se lâcher des deux mains. Il est un petit peu comme le conducteur d'un attelage. Il arrive en bas de la pente, il desserre le frein, mais ce n'est pas pour autant qu'il lâche les rênes. Et comme il est habile, il conduit à 4 rênes, parce qu'il y a 4 régimes différents. Le premier, c'est celui de la liberté totale pour les petites entreprises, pour les entreprises qui produisent des produits de luxe, et pour les entreprises qui exportent beaucoup. Et ça, nous y reviendrons. Le deuxième régime, c'est celui du contrat. Il y aura des contrats anti-hausse améliorés, qui seront des contrats annuels, qui bien sûr suivront l'objectif du gouvernement qui est actuellement de l'ordre de 3% de hausse pour l'année prochaine. Objectif, c'est beaucoup dire, c'est le maximum toléré ou tolérable selon le ministère des Finances. Et à l'intérieur de ces contrats, les entreprises qui les signeront, ou les branches industrielles, car ils seront par entreprise ou par branche, pourront moduler leur barème à condition de respecter cette moyenne. Troisième régime, celui des entreprises qui ne sont ni suffisamment exportatrices pour avoir la liberté, ni suffisamment, suffisamment directes dans leur pronostics et dans les présentations de leurs résultats pour signer des contrats avec le ministère des Finances. Celles-là resteront sous le régime du dépôt de barème. Elles devront déposer un dossier un mois avant toute hausse des prix et attendre la réponse des finances. Et puis il y a un quatrième régime qui est celui du commerce et des services. Là, on reste dans le régime conventionnel avec des objectifs de prix définis et puis le blocage des marges en pourcentage. Et quels sont les produits qui sont libérés et dont on peut craindre qu'ils ne connaissent une hausse ces prochaines semaines? Alors de toute façon, le ministère des Finances a bien précisé qu'il n'y aurait pas de hausse tolérée entre le 15 mars et le 1er avril. Pas avant le 1er avril. Mais quand les produits sont libres, en général, ils ont tendance à monter. C'est certain. Alors la première liste de produits libérés concerne, j'en ai quelques-uns ici, concerne surtout des articles de luxe, des articles en cristal, des porcelaines, des articles d'industrie d'art, des parfumeries alcooliques, etc. Et puis des secteurs qui exportent beaucoup ou qui sont soumis à des importations très grandes, donc exposés au grand air de la concurrence, comme les récepteurs de radiodiffusion, les appareils d'enregistrement et de reproduction du son, les appareils photographiques et cinématographiques. Et ce matin, au patronat, on soulignait que à partir du moment où on connaît les critères, et les critères ce sont des importations importantes, des exportations importantes et un rapport importation plus exportation sur production suffisamment important. On ne sait pas encore ce que veut dire important, mais pour l'instant on dit important, ce qui ouvre la porte à toutes les discussions. Et au patronat on faisait remarquer qu'il y a toute une série de secteurs comme la chimie organique, comme les machines électroniques, comme la robinetterie, les moteurs, le petit électroménager qui sont aussi soumis à une très vive concurrence. Alors on pense qu'il y aura une deuxième liste qui sera probablement annoncée vers le mois de juin, car au patronat on pense qu'il faudra de longues discussions avant. Mais on ne sait pas quels seront les produits concernés. Non, ils seront probablement dans ces produits-là, qui sont des produits qui exportent et apportent beaucoup. Et il faut bien souligner que M. Giscard d'Estaing fait d'une pierre deux coups, puisqu'à la fois il veut freiner la hausse des prix et en même temps stimuler les exportations, puisque la hausse des prix gêne les exportations. Donc là, il veut mettre l'accent sur le besoin d'exporter et encourager les entreprises qui exportent. Bon, je rappellerai en conclusion le pari de M. Giscard d'Estaing, 3,5% maximum de hausse. On rappellera que c'était le même pari l'année dernière et que ça s'est assez mal terminé par rapport à ce coefficient. Mais ne soyons pas des oiseaux de mauvais augure, bien sûr. De tout cela, on a sans doute parlé ce matin à l'Élysée, au Conseil des ministres, qui s'est tenu entre 10h et 12h05. Conseil terminé il y a donc un peu moins d'une heure. Peut-être aurons-nous des détails sur les mesures qui ont été prises, s'il y en a, autres que celles financières. On parlera aussi en tête-à-tête de la situation économique cet après-midi à l'Élysée, tête-à-tête Giscard d'Estaing, Pompidou, une audience est prévue. Quant à la conférence de presse que donnera demain le président de la République, elle sera télévisée en direct sur nos antennes à partir de 15h. Sur vos écrans, hier soir, à armes égales, a opposé Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre sous le général de Gaulle, et Jean Le Canuet, président du Centre démocrate et de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Le thème du débat, la France et l'Europe, avec un problème de priorité qui a été débattu. Faut-il faire l'Europe politique ou l'Europe monétaire d'abord? Après la rencontre, Jean-Pierre Elkabbach était sur le plateau.
J'ai l'impression que c'est un homme qui est de plus en plus décroché de l'attente, telle que les sondages ont manifesté, d'un pays qui veut sortir du piétinement européen et qui veut une unité politique. C'est un homme décroché, dites-vous, mais est-ce que d'une certaine façon, vous n'en avez pas fait, lui qui a été votre interlocuteur politique aujourd'hui, vous n'avez pas favorisé le retour politique qu'il prépare pour les législatives prochaines? Ce n'est pas mon désir. Mon désir est de soutenir un concurrent qui battra M. Couve de Murville, qui à mes yeux est responsable de toutes les lenteurs de l'Europe et des difficultés fiscales, monétaires, économiques, sociales qui s'attachent à ces erreurs de la politique étrangère. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la construction de l'Europe n'est pas une question de simple politique étrangère. Faire l'Europe, c'est changer les conditions de vie des Français. Et cela, M. Couve de Murville ne le réalise pas. Le gros des troupes UDR se reconnaît en M. Couve de Murville. C'est le mythe de cette souveraineté nationale, assurant sa défense tous azimuts, coopérant difficilement avec les pays voisins. Ce n'est pas du tout cette marche vers les États-Unis d'Europe que nous voulons, nous, entreprendre. Il est très facile dans l'opposition de critiquer et de bâtir des plans sur la comète, comme on dit, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il est possible de faire et de quelle manière. Et c'est ça, dans le fond, le problème de tous les gouvernements. Ce que je pense actuellement, c'est que dans ces grandes lignes, la politique européenne est axée de la même façon qu'elle l'était dans le passé, et j'en vois la preuve dans les affaires de l'OTAN, dans l'affaire de l'arme atomique, et aussi dans les positions qui sont prises en ce qui concerne la question monétaire. En ce qui concerne l'élargissement du marché commun, la participation de la Grande-Bretagne, vous n'avez pas été la question de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, je crois en effet que la Grande-Bretagne a beaucoup changé, qu'elle est beaucoup plus proche maintenant d'accepter le traité de Rome et tout ce qui s'ensuit. Il faudra voir à l'expérience comment ça se passe, et c'est évident que ce sera une immense transformation et que les choses seront très différentes, la Grande-Bretagne étant dans le marché commun ou la Grande-Bretagne étant en dehors. Si vous me permettez une question qu'on appelle dans ces débats une question d'actualité, vous êtes candidat dans le 8e arrondissement pour les prochaines élections législatives, oui. Et vous n'êtes pas encore le candidat de la majorité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problème que je sois le candidat effectif de la majorité, oui. Vous avez pris un peu d'avance sur le... J'ai pris un peu d'avance parce qu'il se trouve que je ne suis pas dans le Parlement à l'heure actuelle et que par conséquent il faut que j'affirme ma candidature et mon désir de me présenter. Autre chose, après l'affaire Renault, le calendrier des journées et des actions d'explication prévues par différents mouvements de gauche ces prochains jours. Vendredi 17, journée d'information à l'initiative de 13 organisations gauchistes et d'extrême gauche, journée qui est dénoncée ce matin par la CGT. Le 22 mars, la dite CGT organisera des rassemblements et des manifestations pour, dit-elle, lutter contre la répression. Et du 20 au 25 mars, ce sera la CFDT qui, de son côté, consacrera une semaine d'action à ce même thème. Notons que Force ouvrière ne s'associe à aucune de ces actions. Nous enregistrons par ailleurs les lettres de menaces maoïstes reçues par les responsables du Parti communiste de Meurthe-et-Moselle. On ne sait s'il s'agit d'une plaisanterie ou d'une provocation, mais les signataires de ces lettres disent qu'ils veulent venger Pierre Auvernet en s'en prenant à Jacques Duclos. Le sénateur communiste de la Seine doit participer vendredi soir à Nancy à un débat public. De Lorraine à l'hôtel Matignon, une opération 3000 lettres est en cours. À l'initiative de l'Union des femmes françaises, 3000 lettres de Lorraine ont été envoyées au Premier ministre. Elles expriment l'inquiétude de la population de cette région devant les suppressions d'emplois et devant l'ensemble de la situation économique. À l'étranger, pas de problème pour Richard Nixon aux élections primaires de Floride. 87% des républicains lui ont accordé leur suffrage, proclamant, comme cet oncle Sam, les États-Unis ont besoin de Nixon pour la prochaine présidence. Chez les démocrates, succès prévu, mais succès tout de même très large du sénateur Wallace, un candidat très conservateur choisi par un État qui ne l'est pas moins. Personne n'est vraiment surpris par cette victoire et George Wallace moins que les autres. C'est d'ailleurs un trait de son caractère, rien ne peut le surprendre ni l'ébranler, ni le faire douter de lui-même. Wallace, 2 fois gouverneur de l'État d'Alabama, on le verra ici prêter serment, est tout d'une pièce. Des opinions définitives, des convictions simples, voire simplistes, en font un homme solide, un roc dans la tempête. George Wallace est de surcroît auréolé par une réputation de puritain quelque peu spartiate. Il ne boit ni ne fume, mène une vie frugale, il est incorruptible. Enfin, comme c'est au nom de la liberté qu'il fait campagne contre l'intégration raciale dans les écoles, les petits blancs ont voté pour celui qui les rassurait le mieux. Pourtant,
Il n'y a pas de quoi être rassuré. Élu gouverneur grâce au slogan « Ségrégation aujourd'hui, demain, toujours », Wallace exècre et condamne en bloc tout ce qu'il appelle la lie de la terre. Le gouvernement centralisateur, les magistrats, les intellectuels, les libéraux, les hommes d'église, et il clame à tous les vents qu'il accorde la priorité à l'ordre, à la police et même aux pompiers. Vainqueur en Floride, Wallace a cependant peu de chances de faire figure un jour de candidat d'envergure nationale. Ce n'est que la première des 23 élections primaires de cette année. Les détails de la proposition Hussein pour un règlement de la situation des Palestiniens viennent de nous parvenir. Le roi de Jordanie propose une nouvelle constitution pour son pays. La création, en fait, d'une fédération qui prendrait pour nom Royaume arabe uni. Le souverain, le roi Hussein, resterait chef de la nation jordanienne, laquelle comprendrait désormais 2 provinces ayant chacune un parlement et une capitale. L'une des provinces, celle de Jordanie, aurait pour capitale l'actuelle capitale Amman. L'autre province, la Palestine, comprendrait la Cisjordanie et le territoire de Gaza, actuellement occupé par les Israéliens. La population de cette deuxième province, essentiellement les Palestiniens, aurait sa capitale à Jérusalem, Jérusalem qui est aussi une ville contrôlée par les Israéliens depuis la guerre des 6 jours. En faisant cette proposition, le roi Hussein dit vouloir trouver une solution au problème palestinien et rendre leurs droits légitimes à tous ceux qui sont aujourd'hui privés de patrie. C'est une proposition unilatérale. Il faut dire qu'Israël, qui tient aussi à conserver Jérusalem, a démenti hier avoir conclu un accord avec Hussein. Il n'y a pas donc à proprement parler d'accord de paix séparés. Attendons les premiers commentaires des capitales arabes. En France, je vous parlais du Conseil des ministres à l'instant, eh bien voici une nouvelle qui va faire sensation chez les jeunes. Il s'agit du projet de décret relatif au service militaire actif fractionné qui va modifier la façon dont on peut, en France, se libérer de ses obligations militaires. Le service militaire a 2 mois au lieu de 12 actuellement pour un certain nombre de volontaires incorporés dans des unités expérimentales et ce sera possible dès l'an prochain. Ainsi en a décidé le Conseil. Mais attention, 2 mois de service militaire qui seront suivis, car il faut tout de même bien accomplir les 12 mois d'obligation, qui sont suivis de 5 périodes de 2 mois chaque année pendant 5 années. Autrement dit, on se libérera des 12 mois sur 6 ans au lieu de le faire 12 mois à la file. Il faut pour cela, bien sûr, avoir du temps de libre chaque été et je pense que parmi les premiers bénéficiaires seront les instituteurs et les professeurs. Je vais poursuivre en vous parlant de nouvelles beaucoup moins réjouissantes, les séries d'explosions et de catastrophes qui se sont produites en France en cette mi-mars. Ainsi, ce matin encore, à Courbevoie, dans la banlieue parisienne. Une explosion dont le bilan est moins lourd que celui d'hier à Levallois, puisque cet ouvrier enseveli à 2,50 m sous terre ce matin a pu être dégagé il y a à peine 1 heure par les sauveteurs. Une explosion qui vient cependant grossir le noir dossier du gaz. 9h30 ce matin, 3 ouvriers travaillaient sur cette place de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Sous la place, un ancien abri en béton datant de la dernière guerre dans lequel s'est accumulé à la suite d'une fuite une grande quantité de gaz. Un coup de pioche sur un silex, une simple étincelle et c'est l'explosion. La dalle de surface, une masse de béton de près de 5 tonnes, fait basculer les 3 ouvriers, l'un d'eux est entraîné dans l'abri à une profondeur de 2,50 m. Il faudra plus de 2 heures à ses effectifs de 7 casernes de pompiers pour le dégager. Attendez. Voilà. Ça vient. Allez. Tu peux. Attends, on va te soulever par les bras plutôt, hein. C'est près du théâtre Patrick-Antoine, construit par une troupe de comédiens professionnels à Courbevoie, que s'est produit cet accident exactement sur le trajet suivi hier par le cortège officiel lors de son inauguration, à laquelle présidaient 3 ministres. Dans la journée, il n'est pas rare de rencontrer sur cette place Charras à Courbevoie des mères de famille promenant leurs enfants. Un blessé grave, c'est le bilan de cette nouvelle explosion due au gaz à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine ce matin.
Plus grave, l'effondrement d'un immeuble à Levallois hier après-midi, une explosion due au gaz également, qui a coûté la vie à 2 personnes. Et il a fallu de très longues heures d'efforts pour dégager 6 personnes qui ont été blessées et qui étaient ensevelies sous les gravats. Quant au déraillement du turbotrain Paris-Caen, qui a fait 4 morts hier matin, il est dû, comme nous le laissions entendre à Télémidi, à un choc de la motrice avec une traverse pesant 60 kg et qui se trouvait sur la voie, une traverse qui avait été perdue par un convoi qui était passé par là quelques heures auparavant. Accident plus classique, 11h15 ce matin sur la nationale 17, direction Lille à hauteur de Goussainville. C'est la route bien sûr, un accident fort spectaculaire et meurtrier. Un camion double un semi-remorque. Dans l'autre sens, une voiture débouche à l'arrière du camion. C'est le choc mortel. Sous le choc, le camion est déporté sur la gauche. Une autre voiture vient s'encastrer sous le châssis. Un mort, le chauffeur de cette voiture, une trentaine d'années. Dans le golfe Persique, un accident d'avion qui a coûté la vie à 112 personnes. Les 112 passagers d'une super caravelle de la plus grande compagnie européenne de charter, la compagnie danoise Sterling Airways. Une compagnie qui a été fondée il y a une dizaine d'années par un religieux surnommé depuis le pasteur volant. L'appareil transportait des touristes qui venaient de passer des vacances à Ceylan et qui se dirigeaient vers Copenhague. On ne connaît pas les causes précises de l'accident, sinon qu'il est dû à un choc avec une colline pourtant peu élevée, 500 mètres seulement. Dramatique retour de vacances. Le tourisme en France se porte bien. Le ministre responsable, M. Antonios, l'a précisé hier, 2 millions d'étrangers de plus en visite chez nous l'an dernier qu'en 1970, et 600 000 Français qui, en 1971, se sont accordés des vacances pour la première fois, ce qui a fait plus de 24 millions de Français qui sont partis en vacances. Mais souvent en vacances en même temps, d'où le lancement d'une nouvelle campagne d'étalement. Le problème, éviter l'engorgement traditionnel de la fin juillet et du mois d'août. La moitié des estivants prennent leurs vacances au mois d'août. Pourtant, 71% des Français sont favorables à l'étalement des congés. Les sondages le disent, c'est pour eux une liberté qui compte, qui compterait si elle existait. 24% partiraient en juin, 30% en juillet et 17% en septembre. Mais il y a le poids de l'habitude, l'arrêt total des grandes entreprises industrielles en août et les dates des grandes vacances scolaires qui s'opposent à l'étalement. Il faut bien dire que depuis 1965, année de la première campagne d'étalement des vacances, on a enregistré bien peu de résultats positifs. Cette année encore, en attendant les mesures indispensables concernant l'industrie et la date de rentrée scolaire, le secrétariat d'État au tourisme essaie de désengorger août et d'attirer les estivants hors des périodes de pointe. L'an dernier, 26 stations participaient à l'opération. Cet été, elles sont 55 à assurer un accueil et une animation réelle en juin et septembre et des prix inférieurs d'au moins 15% à ceux d'août. C'est donc l'amplification de la politique inaugurée l'an dernier et qui a dû donner de bons résultats si vous essayez cette année de lui donner plus d'ampleur. Oui, elle a donné d'excellents résultats. Le mois de juin n'a pas été suffisamment concluant parce qu'il n'a pas fait très beau. Il en a été très différemment du mois de septembre. Et c'est ainsi que celui-ci a accusé une fréquentation supérieure à 7 ou 8% à septembre 1970. Et puis il y a eu surtout ceci de remarquable, c'est que les gens ont pris conscience de l'intérêt d'une opération de cette nature. Et lorsque je dis les gens, je dirais ceux qui vont en vacances, bien sûr, mais aussi ceux qui doivent organiser les vacances, c'est-à-dire les responsables des stations et tous ceux qui animent les activités de celles-ci. Ils ont parfaitement réalisé qu'il y avait une clientèle qui ne demandait qu'à être intéressée à condition qu'on lui offre toutes les possibilités des vacances dès le mois de juin et cela jusqu'au 30 septembre. Alors maintenant, ce qui empêche en France un étalement des vacances général, c'est toujours la question scolaire et la question industrielle. Oui, incontestablement, il faut aller vers cette harmonisation des vacances scolaires, un meilleur équilibre entre le temps de travail, le temps d'études et le temps des congés. Et puis aussi, bien sûr, une harmonisation des congés industriels. En ce qui concerne les vacances scolaires, il m'est agréable de souligner tout l'intérêt de ce qui fut fait cet hiver. Alors que la France a été divisée en 3 zones, chacune d'elles ayant la possibilité d'une semaine. Les vacances de sport d'hiver ont été particulièrement réussies, et pour les parents, et pour les enfants, et pour les responsables des stations. Je crois que nous devons nous inspirer d'une disposition de cette nature, et procéder à un aménagement semblable pour les vacances d'été. Ajouter à cela des aménagements pour les congés industriels
Je persiste à penser, je le dis et je ne le redirai jamais assez, qu'il faut mettre un terme à des vacances, des congés par la fermeture des entreprises, surtout des très grandes entreprises qui ferment la totalité de l'économie de notre pays et faire en sorte que l'on puisse donner les congés industriels par roulement. Est-ce qu'on arrivera à ce résultat cette année? Peut-être pas cette année, encore qu'il n'est pas exclu que certaines entreprises tentent déjà un essai dans ce genre et je souhaite que celui-ci soit concluant et marque ainsi les possibilités qui sont offertes. Parce que véritablement, si on devait ne pas faire effort pour l'étalement des vacances, ce serait en fait et en définitive condamner les vacances de tous. Car il n'y a pas d'exemple que les investissements de toute nature, qu'ils soient d'hébergement, qu'ils soient d'animation, peuvent être rentables s'ils ne sont utilisés que 6 semaines sur les 52 que comporte une année. Il y a toujours beaucoup de touristes dans le Midi, mais cela complique périodiquement le problème de l'alimentation en eau douce des stations de la côte méditerranéenne. L'eau douce manque dès que l'été sec arrive, et avec lui les touristes qui ont besoin d'eau douce autant que d'eau salée. Avant d'utiliser les techniques modernes, comme le dessalement de l'eau de mer, les géologues ont proposé de récupérer l'eau douce qui existe déjà dans la région, même et surtout l'eau douce qui se perd en mer au large des Calanques. En fait, c'est une véritable exploration du sous-sol sous-marin, ainsi que vous le montre François de Closet dans ce reportage. Marseille a soif. Comme toutes les régions en expansion, la consommation d'eau augmente et les ressources risquent de devenir insuffisantes. Pourtant, d'énormes quantités d'eau douce viennent se déverser en pure perte dans les calanques de Cassis. De véritables fleuves souterrains débouchent au pied des falaises. Les premières explorations sous-marines ont décidé les responsables à tenter la récupération. Dans cette galerie entièrement noyée, eau douce et eau salée se superposent. L'eau douce, plus légère, coule en surface, remonte le long de la falaise et vient se répandre dans la Méditerranée. Une étude systématique de ce réseau souterrain fut entreprise sous la direction du Bureau de recherche géologique et minière et de la Société des eaux de Marseille. Opération dangereuse, une corde blanche, véritable fil d'Ariane, est tendue par les plongeurs durant leur progression et leur permet de ne pas se perdre dans le dédale des galeries. Mais la pénétration ne peut dépasser 500 mètres pour des raisons de sécurité. Heureusement, on découvre une grande salle souterraine, sorte de grosse cloche pleine d'air, pouvant servir de base avancée. Il s'agit alors de creuser un puits pour l'atteindre depuis la surface. Mais comment localiser cette salle souterraine? Des systèmes magnétiques sont installés dans la cavité. On utilisera en surface des détecteurs très sensibles pour repérer leur emplacement. Grâce à ces indications, il a été possible de creuser le puits et d'installer la base dans la salle souterraine. Ainsi, l'exploration a pu reprendre plus avant avec des moyens scientifiques perfectionnés. Débit, courant, température, salinité, topographie, tout a été enregistré. Grâce à ce travail, on va pouvoir entreprendre la récupération. En un premier temps, on va édifier une sorte de barrage suspendu laissant à la base un passage grâce auquel l'eau salée de la galerie sera évacuée. Puis la route de la mer sera définitivement fermée, l'eau douce pourra être récupérée. Au total, cette opération devrait fournir assez d'eau pour satisfaire les besoins d'une grande ville, une ville comme Toulouse par exemple. C'est donc très important. J'avais demandé qu'on en enlève 2 minutes. Les sports maintenant avec Michel Drucker, Spanghero, Merckx et du football. Oui, Spanghero n'est pas content, je vous rappelle les faits. Les sélectionneurs qui s'apprêtaient dimanche à donner la composition de l'équipe de France de rugby qui rencontrait le Pays de Galles, donc il va rencontrer le Pays de Galles dans 15 jours, ces sélectionneurs apprennent que Spanghero a été blessé en championnat contre Dax en quart de finale du Manoir. Mais ils décident de réserver leur réponse et de promettre à Spanghero de le faire jouer si cette blessure n'est pas trop grave. Et puis la composition de l'équipe de France paraît, Spanghero n'y figure pas, il n'est pas content. Et il a raison car sa blessure est superficielle, la preuve, Spanghero pourra jouer dimanche prochain
en 16e de finale du championnat contre Saint-Claude. Alors s'il peut tenir sa place devant Saint-Claude, il peut tenir sa place dans 15 jours à Cardiff. Aux dernières nouvelles, Spanghero accepterait d'être sélectionné comme remplaçant. Merckx, toujours Merckx, il va sans doute remporter Paris-Nice cette année, comme il avait déjà remporté l'année passée. Avant-dernière étape aujourd'hui, Manosque, circuit du Castellet, 180 km. Je vous rappelle que Merckx, qui a triomphé hier, vous l'avez vu à Manosque en direct, Merckx possède 16 secondes d'avance sur Poulidor, toujours vaillant, toujours jeune, et 24 secondes sur Ocana, arrivé 16h15 en direct, première chaîne. Et football, les têtes d'affiche de ce soir en Coupe Oui, de France. 6 villes françaises vont se vivre ce soir lors de la Coupe de France, match retour des huitièmes de finale. 3 matchs retiennent l'attention, ils opposent des équipes professionnelles. Nice-Nantes, à l'aller, Nice a gagné 1-0. Reims-Sochaux, Sochaux a gagné un but d'avance. Et Bastia-Ajaccio, à l'aller, Bastia a gagné Ajaccio 2-0. Bastia-Ajaccio, ce sera un match sans doute très coloré. À travers ce match, c'est tout le football corse qui va vibrer. Un football corse qui n'a jamais été aussi vivace, bien que sa ligue soit la plus petite de France, 1800 licenciés seulement. Cela nous a donné une enquête, une idée d'enquête. Cette enquête est signée Georges Dominique, la voici. Allez les Corses. Supporter, comment vous expliquez-vous ces victoires de Bastia contre les grands du football français, notamment Marseille, Nice et Saint-Étienne? Marseille et Nice, c'est déjà loin, ça. Et Saint-Étienne, vous savez, c'est un bon petit saint, Saint-Étienne. Il est gentil, Saint-Étienne. Il est gentil. Mais avec notre sainte, il ne pouvait rien faire. Sainte dévote par correspondance. C'est la patronne de la Corse. Enfin. C'est la patronne de la Corse, il ne faut pas rigoler. Cette explication ne satisfait sans doute pas entièrement les techniciens du football. Pourtant, les résultats sont là. 4 titres de champion de France amateur, 2 premières places en seconde division, 2 fois quart de finaliste en Coupe de France. Un palmarès déjà bien fourni, il est vrai que nombreux joueurs sont corses d'adoption. Et ces joueurs de Bastia que vous appelez les continentaux, ils se sont bien intégrés? Ah, mais il n'y a pas de continentaux dans notre équipe, ce sont tous des Corses ici. Ah, comment? Lesquels continentaux? Cagnan. Cagnan et de Cagnano, dans le Cap. Pontelic et de Pontereccia, aussi. Big et de Biguria, enfin, tout le monde le sait. Et Félix et de Feligedo, enfin, c'est tout des Corses. Appia da quello che ha parlato per Allora, monsieur Canale, che ci vogliamo, monsieur Pasqualino? 50 tranches et votre filet. 50 tranches et votre filet. Et dans le faux filet, hein, surtout, ça donne du punch. Vous avez vu dimanche, mon ami, il faut attaquer, hein. Ah, Bastia cette fois, mais Nîmes a compris, et nous sommes bien placés maintenant. Il y a un mois de ça ne marchait pas, hein. Maintenant, ça va bomber. 50 tranches. De la place du marché à Bastia jusqu'à la pelouse de Timizzolo à Ajaccio, il faut totaliser 150 km. 150 km et 3 heures de route si les obstacles ne se multiplient pas. Roger Dufez, vous avez joué dans de nombreux clubs, je crois à Lyon, à Strasbourg, au Racing Club de Paris, à Sochaux, vous voilà en Corse. Qu'est-ce que ça représente pour vous maintenant? C'est tout à fait différent. Le public, la différence fondamentale, c'est que le public aime son équipe. Et même dans les mauvais moments, ce public soutient son équipe. Il faut se battre, c'est tout. Les joueurs corses se battent, ils n'ont pas une grosse technique, mais ils arrivent à gagner les matchs par leur condition physique, leur vouloir de gagner, quoi, c'est tout. Les qualités au football corse, je pense que d'abord c'est le tempérament qui est quand même très généreux et cette générosité dans l'effort. Et le côté négatif? Le côté négatif,
un excès de nervosité peut-être, mais c'est surtout dû à notre jeu viril qui veut ça. Et disons qu'il est mal interprété, ce jeu viril. Tempérament et nerfs d'acier ont été nécessaires aux dirigeants du football corse pour sortir de leur isolement. Il est vrai qu'à Paris, personne ne voulait entendre parler de la Corse dans le sein du football français. Que de chemin parcouru alors depuis 1960, année où Bastia fut admise dans le championnat de France amateur. Aujourd'hui, l'île de Beauté compte une trentaine de joueurs professionnels. Pour joindre financièrement les deux bouts, une poignée d'hommes réalise des prodiges. Bastia et Ajaccio n'attirent pas 3000 spectateurs en moyenne, pourtant leurs finances apparaissent saines. Ainsi, Ajaccio vient-il même de s'offrir un nouveau stade. Ben, écoutez, c'est très simple. L'AC Ajaccio était propriétaire d'un terrain de sport situé au centre-ville, mais ce terrain ne correspondait plus aux besoins d'un club de première division. Nous avons eu la veine de trouver un groupe de promoteurs qui étaient intéressés par ce terrain pour y édifier des constructions immobilières et nous avons procédé à l'échange contre les réalisations que vous voyez. Vas-y, on revient. Attention. Allez. Est-ce que vous pensez qu'un jour le Sporting de Bastia pourra réaliser ce qu'a fait votre voisin, si j'ose dire, Cagliari, le club de Sardaigne qui est devenu l'an passé champion d'Italie? Certainement, je pourrais en faire autant. La Sardaigne est une île que j'aime bien, mais c'est une île latine, donc c'est une île sœur. Et je compte, dans quelques années, n'avoir à donner, à jouer, si vous voulez, plutôt qu'avec des équipiers corses. C'est très certainement dans cette meute de jeunes voyageurs que le président de Bastia va dénicher bientôt ses futurs équipiers. Pour l'instant, et chaque jeudi, il se contente de rejoindre le stade de Furiani en attendant peut-être la promotion espérée. L'orgueil, l'ambition, l'amour-propre et la volonté des Corses sont telles qu'ils sont encore capables d'en étonner plus d'un. Oui, eh bien, ça se passe à Bastia ce soir, à Bastia et à Ajaccio, à 2 buts à remonter. Ce sera difficile à Furiani pour les Ajacciens. Enfin, on ne prend pas parti, parce qu'en Corse, ce serait délicat. La bourse, pas de cotation hier, reprise aujourd'hui. Gérard Vidalange. Oui, avec un double mouvement divergent, hausse des valeurs étrangères et surtout des valeurs allemandes, et une baisse des valeurs françaises, avec un marché qui n'était pas très animé aujourd'hui, donc il n'y a pas eu une accumulation d'ordre à la suite de la grève d'hier. On a vu quand même du côté des valeurs françaises une reprise assez nette des grandes vedettes comme Carrefour et Moulinex qui avaient baissé avant. Et voici la hausse des allemandes avec la Hoechst, Siemens et la Badische Anilin, la BASF. En effet, en Allemagne, il semble bien que le redressement économique se confirme, alors que la tenue de la Bourse de Paris est, disons, assez décevante, puisque la situation industrielle est tout de même assez bonne. L'augmentation de la production industrielle a été de 8% en février, et après la baisse des taux d'intérêt, c'est un facteur tout à fait favorable pour l'avenir proche de la Bourse de Paris. Je dois dire que ce matin, du reste, le Crédit Hôtelier a baissé également ses taux, après le Crédit National et après la baisse d'un quart de point des obligations. Le marché de l'or est très calme, 7805, donc une séance, disons, d'observation et d'expectative ce matin à la Bourse de Paris. Ainsi se termine ce télémidi du 15 mars, journée en laquelle on fête les Louise et les Lucrèce. Louise, compagne de Saint Vincent de Paul et créatrice des Filles de la Charité en l'an 1625 à Paris. Bon après-midi à tous et à toutes.